Bon, j'en ai vaguement parlé dans une vidéo, je l'ai à peine évoqué, et pourtant, vous avez été nombreux à réagir sur ça. La pire époque du MotoGP. Alors quand je dis la pire époque, c'est à mes yeux, même si beaucoup seront d'accord avec moi, je pense. Cette époque sombre et ténébreuse où régnait argent, inégalité et déni, c'est l'histoire des CRT et des Open. Alors ça parle peut-être pas forcément à grand monde, et puis si jamais vous n'avez pas connu ça, je vais pas vous mentir que vous n'avez rien loupé, mais c'est toujours bon de connaître un petit peu cet événement dans l'histoire de la MotoGP, parce que même si ça a été un fiasco, ça a quand même été important. Pour moi, ce sujet mérite une vidéo à part entière, parce que ça a totalement changé l'aspect et le paysage de notre sport. Si notre sport est aussi beau maintenant, c'est grâce à ça en partie. Entre MotoGP de Wish, carrière brisée et promesses non tenues, installez-vous confortablement pour rentrer dans le délicieux monde des Open et des CRT, là où une noble cause a tourné au fiasco. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce 13e épisode de Flash GP. Vous l'avez compris dans le titre et dans l'intro de la vidéo, on va parler d'une triste époque de l'ère moderne de la MotoGP, même si d'ailleurs ça ne date d'il y a pas si longtemps en fait, puisque c'était vers 2012, 13, 14. Et comme toujours, si vous aimez les formats Flash GP, n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien entendu. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur la MotoGP en général, la playlist des Flash GP est dans la description, voilà, il y a tout un tas de choses à savoir. Les CRT et les Open. Avant d'aller plus loin dans le sujet, il faut comprendre que tout ça découle d'une problématique au départ. Une problématique très simple, on voulait boucher les trous, réduire les écarts et surtout réduire les coûts. La première chose qui a été faite pour ça, c'est de passer des 990 cm3 en 2006 aux 800 cm3 en 2007. Alors ça a été fait, ça a duré un certain temps, mais c'était pas vraiment au goût de tout le monde. D'autant que c'était difficile à mettre au point et surtout c'était extrêmement cher à produire. Du coup, on a annulé tout ça et il fallait trouver une autre solution. À notre époque, il n'est pas rare de voir un pilote satellite gagner. On l'a vu l'année dernière par exemple avec Fabio Quartararo chez Petronas. Sauf que dans les années 2010, c'était beaucoup plus rare. Il y avait un véritable fossé entre les motos officielles et les motos satellites. À tel point que dans ces années-là, la dernière victoire d'un pilote satellite remonte à Tony Elias en 2006 qui s'est imposé pour rien devant Valentino Rossi. Et la cause de tout ça, elle est très simple. L'argent. L'argent avait creusé d'énormes écarts entre les motos officielles et les motos satellites à tel point que les courses étaient de moins en moins belles. Et la Dorna voulait donc réduire cet écart, mais aussi rajouter des pilotes sur la grille, puisqu'il n'était plus que 17 à ce moment-là. Et bien sûr, pour couronner le tout, réduire les coûts. Et tout ça, c'était pas vraiment possible de le faire d'un coup en même temps, quoi. La problématique étant posée, nous voici donc dans le premier gros changement des années 2010, la catégorie dans la catégorie, la course dans la course. La Dorna introduit donc de nouvelles motos dans cette catégorie MotoGP, les CRT. Claiming Rule Team. Mais du coup, qu'est-ce que c'est les CRT? C'est donc en 2012 que ces nouvelles motos arrivent et si vous vous posez la question, oui, c'est considéré comme des MotoGP puisque ça roule en catégorie MotoGP, mais vous allez voir qu'on est à milieu des vrais MotoGP. Déjà, le concept de CRT, vous allez voir, c'est très simple. Des écuries privées achètent des moteurs de série ou dérivés de 1000 cm3 pour les mettre dans des châssis spéciaux, des châssis libres. Grossièrement, c'est un peu ce qui se fait en Moto2 avec les moteurs Triumph dans des châssis Kalex. Par ce fait, les CRT ont quelques avantages que les officiels et les satellites n'ont pas. Typiquement, les CRT ont plus d'essence dans leur moto et ont aussi un nombre de 12 moteurs à l'année contre 6 pour les officiels. Mais du coup, pourquoi faire un truc comme ça? Eh bien, pour boucher les trous sur la grille sans trop dépenser. On fait venir les constructeurs et moteurs de Superbike en MotoGP et forcément, quand on ouvre les portes à ça, tout le monde se dit « Attends, tu vas me dire que là on peut aller en MotoGP sans dépenser des millions et des millions ?» Bah let's go, en fait c'est parti. Et oui, parce que la MotoGP ça coûte extrêmement cher, mais si on vous dit que vous pouvez aller en MotoGP en dépensant quelques centaines de milliers d'euros plutôt que des millions d'euros, bah il faut tenter le coup. Du coup le pari marche plutôt bien, puisqu'en 2012, il y a beaucoup d'équipes qui intègrent le plateau d'un coup. Et là pour ceux qui ne connaissaient pas cette époque, mais vraiment que celle de maintenant, sachez que justement, à l'époque des CRT, il y avait des moteurs qu'on a plus maintenant, comme Kawasaki ou même BMW. Donc techniquement, oui, BMW était en MotoGP. Bref, avec tout ça, on croit à une révolution. Sauf qu'une fois en piste, c'est pas vraiment la même chose. On se doutait que ces motos seraient moins performantes qu'une MotoGP officielle. Déjà parce que c'est des moteurs de série, que la moto en elle-même est très peu coûteuse, et qu'une MotoGP, c'est vraiment la pointe de la technologie pour ce qui est des motos de course. Donc oui, on se doutait que ce serait un petit peu moins performant les CRT que les MotoGP, sauf que finalement, on voit que c'est plusieurs dizaines de chevaux d'écart, et surtout,
pas moins de 30 km/h d'écart en vitesse de pointe. 30 km/h sur une ligne droite, c'est énorme. Bref, ça fait mal et je vais vous donner quelques chiffres comme ça pour voir l'étendue des dégâts parfois. Les CRT roulaient en 1 minute 58 au Qatar en 2012 en qualification. Eh bien, sachez que ce temps, c'est le temps des Moto 2 actuellement. 1 minute et 58 secondes au Qatar pour une Moto 2 en 2021. En 2012 d'ailleurs, Jorge Lorenzo fait la pole en 1 minute et 54 secondes et le dernier, c'est James Ellison en 2 minutes et 0 secondes, soit 6 secondes d'écart, et ça sur un seul tour. Donc, ça fait très mal. Alors oui, comme je l'ai dit au début, l'idée de base, elle est noble. On cherche à réduire des écarts, mettre un petit peu plus de pilotes pour qu'il y ait plus de spectacle, et surtout réduire les coûts. Sauf que les décisions qui ont été prises n'étaient pas vraiment les bonnes finalement. Si à la fin on annule tout et on repart sur une autre base, c'est que le pari, il était pas bon. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, durant les années 2012 et 2013, les CRT ont fait leur petite vie. Des pilotes débarquent en MotoGP, sont placés sur ces motos et forcément tombent très vite dans l'oubli, parce qu'ils sont très loin en classement, qu'on les voit jamais, on n'entend jamais parler d'eux, puisqu'ils ne peuvent pas rivaliser avec les MotoGP officiels et les satellites. D'ailleurs, certains ont mis fin à leur carrière pile à cette époque-là avec ces motos-là, c'est notamment le cas de Randy Depugné qui prendra sa retraite en 2013. Et d'autres, je vous l'ai dit, ont été totalement oubliés parce que dans l'ombre des autres pilotes avec des CRT tout au fond du plateau, sans aucun résultat à la clé. C'est le cas des pilotes comme Ivan Silva, Damian Kudlin ou encore Javier Del Amor. Pourtant, ils étaient bien en MotoGP, ils étaient bien dans cette catégorie au plus haut niveau à se frotter avec les meilleurs pilotes du monde. Tout le monde était là en même temps, mais eux, ils étaient très loin derrière. Ils étaient sur des motos à peine plus puissantes, si ce n'est même moins puissantes que des superbikes, face au prototype absolu et monstrueux des MotoGP de cette époque. Pour vous dire, en qualification, le dernier était à 5 secondes du premier. En qualification sur un seul tour. Vous imaginez 5 secondes? Déjà, quand un pilote maintenant est à 2 secondes du leader en qualification, on trouve ça quand même énorme. Là, on parle de 5 secondes, voire même 6 secondes parfois. Et pourtant, certains ont réussi un petit peu à tenir la cadence. Déjà, il y a un pilote qu'on connaît bien maintenant, qui est arrivé en 2012, un Italien, qui a été placé sur la Yoda, qui est une CRT qui était vraiment pas la meilleure, si ce n'est la moins bonne de toutes, Danilo Petrucci. Et oui, Danilo Petrucci, il a débarqué comme ça en MotoGP, on l'a mis sur l'une, si ce n'est la pire moto du plateau, et pourtant, quelques années plus tard, en 2019, il était chez Ducati officiel et il a même remporté des grands prix. On a aussi Aleix Espargaro, considéré comme le meilleur pilote CRT, puisque tout simplement, c'était le seul à tenir la dragée haute aux pilotes MotoGP. Encore une fois, sur des motos qui rendaient 30 km/h en ligne droite. Ça ne l'a pas empêché de faire des 4e places, et même mieux, il a fait un podium avec une Open. Alors justement, c'est quoi ces Open? Eh bien en 2014, la catégorie CRT évolue pour devenir la catégorie Open. Donc pas vraiment de gros changements, hein, il y a juste le nom qui change, CRT Open, et puis aussi une nouvelle réglementation de l'électronique. En fait, toutes les CRT désormais possèdent la même électronique pour réduire l'écart entre les CRT. Du coup, il y a un boîtier standardisé par Magneti Marelli qui apparaît. En gros, on essaye de réduire les écarts entre les CRT, on essaye aussi toujours et encore de le réduire avec les motos officielles, et puis pour essayer de les aider un peu plus, on va passer le nombre de moteurs pour les motos officielles de 6 à 5. Bref, vous le voyez, on essaye un petit peu tout et n'importe quoi pour réduire les écarts. Dans ces années-là, donc en 2014, c'était Marc Marquez qui surdominait la catégorie. Et on ne voyait que lui à l'écran, on ne savait même pas vraiment s'il y avait d'autres pilotes derrière en CRT, enfin en tout cas tout au fond de la grille. Et en fait, il y avait un petit peu de bagarre, puisque les Open se battaient entre elles quand elles le pouvaient. On avait pourtant des belles équipes Open, comme c'est le cas de Yamaha Forward Racing. Dans cette équipe, on retrouvait Aleix Espargaro, qui a été monstrueux, vraiment avec une moto qui normalement ne pouvait pas rivaliser, et ben il s'est quand même offert un podium celui-ci. Sauf qu'il arrive un moment où on dit à Aleix Espargaro, t'as l'air d'être vraiment bon avec des motos très nazes, on va te proposer de monter sur une moto officielle. C'est ainsi qu'Aleix Espargaro part des Open pour aller chez Suzuki. Mais si on retire Aleix Espargaro aux Open, qui va faire des résultats? Eh bien, quasiment personne. On peut peut-être retrouver Stéphane Bradl là-dedans, mais c'est tout. Petit à petit, la catégorie Open s'essouffle suite au départ d'Espargaro, et les meilleurs résultats qu'on va pouvoir s'offrir, c'est une maigre 15e place. Ce qui est quand même pas flamboyant quand on voit qu'Espargaro faisait des top 5. L'année 2015 est donc une catastrophe absolue en termes de rendement et de résultats. Les promesses ne sont pas tenues, et on voit que rien ne marche correctement. Les écarts ne sont pas réduits, ça coûte quand même de l'argent, même si ça en coûte beaucoup moins, et on place des pilotes sur ces motos-là pour combler les trous, ce qui fait qu'on détruit un petit peu leur carrière. On les laisse pas pleinement exprimer leur talent. On parle de 2 pilotes français, par exemple Mike Di Meglio ou Loris Baz, ou encore Yoni Hernandez et même Alex De Angelis. Ces pilotes-là ont eu un petit peu la malchance de tomber à l'époque des Open, des CRT, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment pu savoir s'ils étaient réellement bons pour la MotoGP ou non. Et en 2016,
C'est terminé, le coup de massue total pour la catégorie Open. La Dorna introduit un nouveau boîtier d'électronique unique pour tout le plateau MotoGP. Et là on peut dire que ça détruit totalement la catégorie Open à tel point qu'elle disparaît cette année-là. Conclusion, les CRT et les Open, sur le papier ça semblait être une bonne idée. La Dorna pensait même que ce serait le futur de la MotoGP tout simplement. Un moyen incroyable de réduire les coûts, combler les trous et réduire les écarts aussi. Sauf que c'était tout le contraire, les courses étaient très tristes finalement et on se rendait compte que les écarts étaient immenses. Ce qu'on voulait c'était que tous les pilotes tiennent en 15-20 secondes maximum, là ça tenait en 2 minutes limite. Du coup 2012, 2013, 2014 et 2015, seulement 4 petites années pour une catégorie qui a failli changer à tout jamais l'histoire de la MotoGP sur des bonnes bases mais finalement qui s'est révélé être un fiasco catastrophique. Ça n'a pas plu aux hautes instances, on a annulé le projet et on a trouvé autre chose. Et tant mieux puisque maintenant on a des courses absolument fabuleuses. Voilà, cette vidéo est terminée, normalement vous en savez plus sur ces Open et ces CRT que peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est une période vraiment sombre de la MotoGP, c'est un peu limite le Voldemort de la MotoGP, c'est chut, ne prononce pas ce nom. Mais il faut bien en parler parce que c'est une partie importante de l'histoire de la MotoGP, de l'ère moderne en tout cas. Même si ça n'a pas marché, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup intrigué, où il y a eu beaucoup de tests de fait et on voyait aussi que la Dorna voulait un petit peu changer les choses et raviver la flamme de la MotoGP. En attendant, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.